Eh bien, je vous emmène en 1949. Christine de Rivoire est de retour en France, après avoir passé 2 ans aux États-Unis, où une bourse lui a permis d'étudier le journalisme à l'université de Syracuse. À Paris, le temps de trouver mieux, elle retrouve les Ballets des Champs-Élysées, fondés par Roland Petit, dont elle avait été, avant son départ de France, l'attachée de presse bénévole. Elle racontera plus tard les heures et malheurs de ce monde fascinant dans son premier roman, L'Alouette au miroir. La jeune attachée de presse, outre les danseurs, rencontre le tout Paris baltomane et elle se lie d'amitié avec Olivier Merlin, un talentueux journaliste, un journaliste hors norme même, amateur dans le désordre de corrida, d'art lyrique, de boxe, de moto et bien sûr de danse. C'est lui qui, séduit par la personnalité de Christine de Rivoire, lui conseille de quitter cet emploi qui n'en est pas un pour tâter du journalisme. Et il lui propose de la présenter au Monde, dont il est à la fois le directeur sportif et le secrétaire de rédaction. En 1950, Le Monde en est encore à sa période héroïque. Il a été créé en 1944, le premier numéro étant sorti le 19 décembre. Et cela par la volonté du gouvernement provisoire, De Gaulle en tête, pour tenir le rôle, la place laissée vacante par le journal Le Temps, qui, avant-guerre, était le journal de référence à l'étranger, mais dont personne ne voulait plus, car trop lié dans l'esprit des gens avec ce que l'on appelait le comité des forges, qui en était le principal propriétaire. La presse d'après-guerre se devait d'être irréprochable, à la fois politiquement, ce qui était le cas du Temps, qui s'était sabordé juste après l'entrée des Allemands en zone libre, mais aussi financièrement. Et la reparution du Temps est interdite par le gouvernement provisoire. Néanmoins, il fallait lui donner un successeur qui jouerait le même rôle officieux de la voix du gouvernement à l'étranger. Le gérant choisi pour le journal à paraître est Hubert Beuve-Méry, un ancien correspondant du Temps qui en avait démissionné dès 1939. L'homme était connu pour sa probité et son aversion profonde pour les puissances d'argent qu'il trouvait incompatibles avec une presse indépendante. Et cette volonté d'indépendance, on peut supposer que De Gaulle ne l'avait sans doute pas mesurée à sa juste mesure, mais ça, c'est une autre histoire. Quand Christine de Rivoire se présente au Monde en 1950, le journal a conquis sa place dans le paysage journalistique français. Et grâce à ses rédacteurs politiques, il est lu avec attention dans les chancelleries étrangères. Et si son tirage est faible, 150 000 exemplaires par exemple, et cela, comparons-le avec celui de son principal concurrent du soir, France Soir, qui tirait à 1 500 000, il touche un lectorat beaucoup plus exigeant. Nous ne savons pas exactement quand Christine de Rivoire est arrivée au Monde, faute d'avoir retrouvé son contrat de travail. Mais en reçut-elle un. Tous les journalistes qui ont laissé des souvenirs sur les temps héroïques du journal ont raconté à peu près dans les mêmes termes leur première rencontre avec Beuve-Méry, et les souvenirs de Christine de Rivoire concordent. L'homme était austère, souriait à peine, le mégot de sa gitane encore collé à la lèvre inférieure. L'expérience du postulant le laissait parfaitement indifférent. Aussi, les études de journalisme de Christine de Rivoire ne l'impressionnèrent-elles aucunement. En revanche, sa parfaite connaissance de l'anglais fut certainement un atout, et plus sûrement encore la personnalité de la jeune femme. Et sans doute, sans trop savoir ce qu'elle allait y faire, une constante chez Beuve-Méry, elle est embauchée et, comme les autres, elle eut droit au refrain préféré du patron. « Je vous préviens tout de suite, votre salaire sera modeste, très modeste. En revanche, croyez-moi, vous serez fiers d'appartenir à notre journal. »
Et la voici donc courriériste au Monde, effectivement mal payée. Les rédacteurs du journal touchaient de 20 à 30% de moins que leurs homologues des grands journaux parisiens. Et un des collègues de Christine de Rivoire avait même surnommé Beuve-Méry la fameur. Le journal est alors petitement logé dans 2 étages du 7 rue des Italiens, dans les anciens locaux du Temps. Et si l'équipe est resserrée, on compte à peu près 70 rédacteurs avec les correspondants à l'étranger. Cette promiscuité entraîne une profonde cohésion de l'équipe, un esprit d'entraide qui furent déterminants pour la survie du journal. Quand elle y arrive, en 50, le monde est menacé et entre dans une période troublée qui ne connaîtra son dénouement qu'à la fin de l'année 1951. Le journal, en effet, est attaqué tant à l'extérieur qu'à l'intérieur à cause de ses positions en matière de politique étrangère. Pour faire simple, sinon simpliste, les uns accusent le journal d'être trop pro-atlantiste, les autres d'être trop pro-bolcheviste. Allez comprendre. Mais devant le risque que le journal disparaisse, les rédacteurs, dans leur quasi-majorité, se mobilisent et exigent des associés leur entrée dans le capital de la SARL Le Monde, cela par l'intermédiaire d'une toute nouvelle société des rédacteurs. Leur pétition, datée du 12 septembre 1951, est signée par 51 rédacteurs parisiens sur 59, dont Christine de Rivoire. Ils obtiennent gain de cause. Et donc, Christine de Rivoire fut présente et actrice au journal dans une période déterminante pour son avenir. Et on sait de quel poids pesa et pèse encore la Société des rédacteurs du Monde dans l'histoire du journal. Christine de Rivoire est attachée au service des spectacles et son premier emploi consista à vérifier si les spectacles prévus par les théâtres étaient bien ceux enregistrés au journal. En cas de remplacement d'un acteur, il lui fallait rédiger un petit texte rectificatif. Rien de passionnant, mais assez vite, elle fut autorisée à gonfler le boulot. On trouve sa signature pour la première fois dans le numéro du 16 mai 1950, où elle rend compte d'un spectacle en anglais donné par l'American Club Theatre, Horton, une pièce de Wilder. Quelques jours se passent et le 19 mai, elle annonce en avant-première les représentations au théâtre Sarah Bernard de la compagnie de Marie Rambert, qui était la créatrice du ballet anglais. Et sa signature apparaît ensuite régulièrement dans les pages du journal. On lui confie d'abord les avant-premières, elle est chargée des critiques, d'abord par intérim et ensuite en l'absence des titulaires des rubriques et régulièrement au fur et à mesure des années. J'ai dénombré 455 articles signés par elle entre 1950 et 1955 et il y a fort à parier que j'en ai oublié. À partir de février 1952, à la demande d'Olivier Merlin, elle se charge également d'une rubrique hebdomadaire au fil des galeries, où elle passe en revue les expositions organisées par les galeristes de la capitale. À vrai dire, Christine de Rivoire n'était pas très emballée par ces petits machins sur la peinture moderne, dira-t-elle à Frédéric Magel lors de leurs entretiens préparatoires à l'écriture de Flying Fox. Mais elle est quand même payée de ses peines, car en avril 53, le journal l'envoie à La Haye pour le centenaire de la naissance de Van Gogh. Et l'actualité lui réserve d'autres festivités, d'autres joies, quand, par exemple, elle est envoyée pendant une semaine à Londres pour les festivités du couronnement d'Élisabeth II. Et dans 6 articles, elle raconte la capitale anglaise, l'atmosphère de la rue, les vitrines, les potins qui circulent. Le 2 juin, elle sera levée à 5 heures pour, sous la pluie, au milieu de la foule, attendre la reine dont elle ne voit que sa main blanche, levée, répondant au tumulte d'amour que lui verse son peuple. Elle raconte aussi, dans un article signé avec son complice Olivier Merlin, qui l'avait accompagné, les incidents cocasses, comme l'incroyable bataille chaplinesque sur le sommet d'une haute colonne entre une collégienne et un bobby,
ou le défilé pompeux d'une autopompe au moment le plus dru de l'averse, et de silhouetter des milliers de factionnaires ruisselants et impassibles, ainsi que ces sultans des pays chauds, souriant avec suavité tout en frissonnant sur leurs damas, tandis que leurs aigrettes prennent des airs penchés. Son dernier article est pour dire sa déception devant la médiocrité des productions scéniques inspirées par l'événement. À quoi ressemble une journée type de Christine de Rivoire ? Elle arrive rue des Italiens à 7h, 7h30 au plus tard, rappelée à l'ordre en cas de retard par Big Ben, la grande horloge qui surplombe l'immeuble. Là, commence la course contre la montre. Elle rédige son papier, parfois ses papiers. Il lui arrive effectivement d'avoir 2 articles à écrire le même jour, l'un sur le cinéma, par exemple lorsqu'elle commente le documentaire Saint-Louis qui doit représenter la France à la Biennale de Venise, et le même jour, elle fait une critique, assez sévère d'ailleurs, du film Agnès de Rien de Pierre Billon, d'après le beau roman de Germaine Beaumont. Rebelote, quelques mois plus tard, elle présente le film Trio de Sotmaume, tout en consacrant un long article à la création du dindon de Feydeau à la Comédie Française. Autre exemple enfin, 21 décembre 51, un article sur le Bacchus de Cocteau, de même qu'une jolie chronique, Étrennes et cadeaux, nostalgie de la crèche. Hubert Beuve-Méry ne supporte que l'excellence, son secrétaire de rédaction aussi. Olivier Merlin est un amoureux des mots, l'ennemi juré des imprécisions de vocabulaire. Dans Racontez-moi les flamboyants, ce roman où elle a mis tant d'elle-même, Christine de Rivoire raconte une de ses mésaventures avec ce maître si exigeant. Dans le bureau étroit dans lequel on m'avait quand même réservé une table, face à moi, le rédacteur des sports, petit homme fluet, d'une douceur extrême, envoyait une dégelée à quelques mastodontes du ring. Sur le papier, sa plume volait, crissait. Il riait sous cape. À ma droite, lui aussi attablé, le critique de cinéma, un poète aux yeux clairs, lisait à haute voix les calembours dont il avait parsemé son article. Il en était assez fier et riait, mais pas sous cape, de bon cœur. Et c'était contagieux. Moi, prudente, j'avais travaillé dans la nuit dès mon retour du spectacle. Quel spectacle ? Choisissons au hasard. Disons que j'avais assisté à une représentation des ballets du marquis de Cuevas et que je n'avais pas été follement emballée. Je l'avais écrit aussi sobrement que possible, pensais-je, et mon papier, via César l'huissier, mon protecteur et mon ami, se trouvait déjà sur le bureau d'Olivier Merlin, le boss. Qu'est-ce qui se passe ? Cette dernière phrase s'adressait à César. Revenu dans le bureau, l'air consterné, il me rapportait ma copie. Olivier n'y avait pas été de main morte. Il ne devait pas rester plus de 2 ou 3 lignes de ce que j'avais écrit sur les ballets du marquis de Cuevas. Au bas de la dernière page, on pouvait lire « Vous feriez mieux de recommencer ». Recommencer à 7 heures ? Au bord des larmes, je regardais le rédacteur des sports, le poète, César. Au secours ! Aidez-la, ordonnait César. À nous 3, nous recommencions l'article. L'édulcorions de notre mieux. Bien sûr, le livret du ballet était épatant et le partenaire de Rosella Hightower n'avait pas des pieds si grands que ça. Ouf, sauvé. Est-ce à dire que le couperet de la censure tombait sur le cou des rédacteurs ? Pas du tout. Tous témoignent de la liberté qui leur était laissée. On me faisait confiance, se souvient Rivoire. Mais elle avait tout à apprendre, et c'est Olivier Merlin, le roi des rouspéteurs, qui lui a appris à composer un papier, à lui donner du rythme, à utiliser un vocabulaire précis. Dans un journal, la place est mesurée, il s'agit de tout dire en peu de mots, et ces mots doivent faire mouche. Comme Colette, journaliste au début de sa carrière, Christine de Rivoire apprit à choisir le mot « meilleur que meilleur », à bannir toute imprécision, toute qualité qu'on retrouvera plus tard dans ses romans. Reste que l'exercice n'est pas toujours aisé et que la journaliste débutante ne fut pas toujours aidée par les circonstances.
Christine de Rivoire a raconté à 2 reprises la façon dont s'est déroulée son interview de Faulkner, de passage à Paris, après avoir été recevoir son prix Nobel à Stockholm. Brièvement dans Flying Fox, plus longuement dans Racontez-moi, il est flamboyant. Peut-être a-t-elle embelli la rencontre pour les besoins du roman. Apprenant qu'il est descendu au Lutetia, elle demande à lui parler au téléphone, lui arrache un rendez-vous et passe le prendre à son hôtel, doublant ainsi tous ses confrères. Je gare sans la moindre difficulté ma 4 chevaux autrefois blanche et que le commerçant qui me l'a vendue a coiffé d'un absurde fixe au toit. Le pot d'échappement est en veine de pétarade. Une de ses ailes a subi l'assaut d'une puissante bagnole, mais tout va bien. Loin des regards hautains des employés du Lutetia, Faulkner a pris place à côté de moi dans mon clou sonore. Au premier étage du Flore, il y a une table devant laquelle, plus tard et pendant des années, je suis allée me recueillir. Mon pèlerinage au roi de Yoknapataufa, il a bu, beaucoup. Mais pour lui, c'est peu. Et il est resté droit sur sa chaise. Il m'a obligée, courtoisement, à boire le même alcool que lui, du bourbon. Et moi non plus, je ne suis pas tombée de ma chaise. De ses dents serrées coule un langage étrange, difficile à suivre, que je trouve magnifique, mais qui requiert tellement d'attention que j'en ai presque mal, puis vraiment mal, des courbatures partout, et pas seulement à la tête. Il y a cette confidence. J'écris mes livres avec la terre rouge de mon pays. C'est comme si alors, en plein Saint-Germain-des-Prés, comme si s'avançait, ondulait jusqu'à nous à la table où le Bourbon succède au Bourbon, une vague de terre rouge incandescente, sur laquelle flottent les personnages de sanctuaire et de lumière d'août. Combien de temps suis-je restée au premier étage du Flore, tête à tête avec le gentleman farmer qui a écrit des livres aussi beaux que les tragédies de l'Antiquité? Il était toujours très droit sur ses jambes et courtois quand je l'ai ramené au Lutetia. De retour au box, incapable de dormir malgré tout l'alcool englouti, j'ai attaqué mon article par une phrase qui me valut les sarcasmes, pas méchants, du Fluet, du poète, de Merlin, de César et de Henri Pierre, of course. William Faulkner est à Paris. La petite phrase se trouve bien en tête de l'article publié le 14 décembre 1950. Le décor planté, la 4 chevaux oubliés, le Bourbon omis, le portrait de Faulkner est tracé rapidement. À la fois inquisiteur et rempli de réserve, des cheveux drus et gris, une moustache sur une pipe qu'il rallume sans cesse, un costume prince de Galles dans des teintes feuilles mortes, un peu rapiécées, des mains sans vie, et cet accent si lent des gens du Sud qui desserrent à peine les lèvres pour parler. Les questions s'enchaînent, intéressantes, les réponses aussi. Après avoir évoqué le problème noir dans le sud des États-Unis, place à la littérature. Les personnages de vos romans sont tous des êtres douloureux, terrifiés, en proie à une condition matérielle abominable. Ne les avez-vous pas découverts autour de vous? Pas du tout. Je n'ai jamais rencontré des gens ressemblant à mes héros. Je les ai tous inventés. J'ai confiance en mon imagination. Ce que le Seigneur a fait, je peux le faire en beaucoup mieux. Et j'irai jusqu'à dire que je préfère mon œuvre à celle du Seigneur. Elle est davantage selon mon goût. Que pensez-vous de la jeune génération d'écrivains? Elle ne laissera rien de valable. Elle n'a plus rien à dire. Pour écrire, il faut avoir enraciné en soi les grandes vérités premières et diriger son œuvre vers l'une d'elles ou toutes à la fois. Ceux qui ne savent pas parler de la fierté, de l'honneur, de la douleur, sont des écrivains sans conséquence, des nihilistes, et leur œuvre mourra avec eux ou avant eux. Goethe et Shakespeare ont résisté à tout, parce qu'ils croyaient au cœur humain. Balzac et Flaubert aussi. Ils sont éternels. Arrêtons là la lecture. 2 choses frappent. La détermination menée par la jeune journaliste pour aller affronter ces géants,
Sans doute avait-elle acquis cet aplomb à Syracuse, où elle avait été mise, dès son arrivée, en demeure de réaliser des sondages et des interviews sur les sujets les plus invraisemblables en faisant du porte-à-porte. Elle le raconte de façon irrésistible dans La tête en fleurs. Autre chose, la facilité d'accès des dix géants. On sonne, on vous ouvre, ainsi André Gide à la fin de la même année, on appelle, il vous répond. L'article, enfin au marbre, après être passé entre les mains d'Hubert Beuve-Méry qui lisait tout, et puis par celle d'Olivier Merlin, la journée de Christine de Rivoire ne faisait que commencer, avec son cortège de rendez-vous, de visites de galeries, de projections de films, de répétitions. Au milieu de l'après-midi seulement, elle pouvait s'accorder une pause, rentrait vite chez elle, s'écroulait sur son lit, et le soir, sans désemparer, il lui fallait se rendre au théâtre et de retour au bercail tard, parfois très tard, commencer son article. Le journalisme est une carrière à perdre le souffle, disait Colette. Regardons de plus près l'ensemble de ces 455 articles, même si je ne vais pas vous les détailler tous. Christine de Rivoire en signe 45 en 1950. En 1951, elle double la mise, puis le rythme devient vertigineux avec, j'arrondis, 140 articles en 52, un peu plus de 100 jusqu'au 10 octobre 1953, dernier article avant celui du 1er juin 1954. Entre-temps, Christine de Rivoire, n'ayant pu supporter la pression, épuisée, est tombée malade. En 54, à partir de son retour, elle donne encore 55 articles et 25 seulement en 55 jusqu'en septembre. Le journal met à profit son expérience de la vie américaine et sa parfaite connaissance de l'anglais pour lui faire couvrir une bonne partie des spectacles venus d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. En juillet 50, la journaliste novice affronte son premier monstre en allant interviewer Orson Welles, venu présenter et prêter son romantisme, ses énormes épaules et la bourrasque de sa voix à son Faust, un Faust qu'il avait composé sur mesure avec l'aide de Milton, de Dante et de Christopher Marlowe. Bien sûr, elle est au milieu des journalistes venus accueillir Charlie Chaplin à Orly à sa descente d'avion le 30 octobre 1952. Il vient à Paris pour présenter son dernier film Limelight et le lendemain recevoir la rosette de la Légion d'honneur et elle lui consacrera 4 articles. Le 15 mars 1951, elle s'était offert le luxe d'un entretien avec Steinberg, le caricaturiste du New Yorker, qui la reçoit à son hôtel. Elle l'interviewe et à la fin de son article, de son entretien, il déchire d'une main preste une feuille et s'empare de son crayon et dessine à l'envers et d'un seul trait le petit cheval qu'elle encadrera et qui ne quittera plus ses murs. À elle, en l'absence d'Henri Magnan, sont dévolus. Henri Magnan était le critique de cinéma du Monde, sont dévolues les productions hollywoodiennes. Elle suit les sorties, rencontre les acteurs. Je cite juste, pour le plaisir de les faire revivre, Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, longue comme une tige sous sa jupe corolle, un cou interminable barré de perles, au poignet des bracelets d'or, des gestes au ralenti, et une façon inimitable d'allumer des cigarettes à la chaîne. Mais de près, l'œil bleu est simplement rieur et le loup ravageur oublié. Au total, elle consacra un bon quart de ses articles aux artistes anglo-saxons. Attachée au service des spectacles, le théâtre est bien sûr au centre de son travail, un bon quart de ses articles, puis la danse avec près de 80 articles, le cinéma, un peu plus de 60. Enfin, tout ce qui existe en fait de spectacles vivants, du cirque au cabaret d'Agnès Capri ou de Suzy Solidor. En revanche, de retour au journal en 1954, elle abandonne définitivement la tournée des galeries d'art. Rivoire est une fidèle et elle ne manque pas une occasion d'écrire sur ceux qu'elle aime. Roland Petit en tête, mais aussi ceux qui ont fait partie de la troupe du Ballet des Champs-Élysées et puis sont allés tenter leur chance ailleurs, comme Colette Marchand ou Leslie Caron.
Elle consacre de nombreux articles à Jean Babilé, cherchant à chaque fois à percer le mystère Babilé. Assistant à un spectacle où il donne une variation de Massine, elle est subjuguée par ses envols brisés, ralentis, presque douloureux, ses tournoiements. On dirait l'agonie d'un homme volant. 7 ans après la mort du danseur, critiques et spécialistes du ballet s'évertuent encore et toujours à tenter de pénétrer ce mystère. Elle suivit avec la même attention chacun des passages en France de Jerome Robbins, passionnée qu'elle était par le renouveau apporté au ballet par les créateurs américains. Christine de Rivoire, excepté en peinture, je l'ai dit, s'intéresse au renouveau des arts, et c'est avec un intérêt très vif qu'elle suit Jean Vilar quand il reprend en 1951 la direction du TNP. Elle lui consacrera pas moins de 10 articles. Et Beuve-Méry, qui se gardait d'influencer ses rédacteurs, dut apprécier l'intérêt de Rivoire pour Vilar. Peu sensible, semble-t-il, aux recherches de la scène contemporaine, Hubert Beuve-Méry ne ratait aucune des créations de Jean Vilar. Et on peut supposer que Christine de Rivoire aura grand plaisir à retrouver celui-ci en 1971 sur le tournage du Petit Matin, puisque c'est lui qui incarne le rôle du père de Nina. Dans un de ses entretiens avec Frédéric Maget, Christine de Rivoire note qu'elle était bon public. Je trouve tout bien. Pardon. Je ne l'avais pas. J'y vais. Je trouve tout bien. Je suis très peu critique. J'ai ma façon d'approcher d'un ballet ou d'une pièce de théâtre. Je sais que je vais aimer, qu'il y aura en tout cas quelque chose, une raison qui me fera aimer. Je crois que je n'ai jamais fait de vraiment méchante critique, parce que j'ai toujours aimé dire du bien. En effet, elle qui a côtoyé au plus près Roland Petit et sa troupe, partageant au quotidien le dur travail de l'artiste, n'est pas de ceux qui prennent un malin plaisir à dézinguer les spectacles. Parfois, néanmoins, sa plume se fait hargneuse. Comment l'Opéra de Paris a-t-il osé massacrer les représentations du Spectre de la Rose, dont Babilé et Liane d'Haïdé auraient pu faire une édition parfaite? Mais l'opéra, apparemment, ne l'entendait pas ainsi, et de bousculer les répétitions et de recomposer à la hâte, tant bien que mal, cette fluide chorégraphie où chaque port de bras a son sens, chaque inclinaison de tête son secret, et de passer au bleu toute la mimique, et de saccager l'atmosphère, on ose y croire. En 1947, les ballets des Champs-Élysées avaient demandé à Victor Ksovsky de retracer, pour sa bondissante étoile, les lignes fondues, immatérielles de cette œuvre. Ce n'était pas la perfection, mais du moins Babilé avait-il pu libérer toute sa ferveur et sa force. Lui qui sait si facilement faire des choses difficiles, on lui avait permis de nous communiquer son vertige. Hier soir, mené tambour battant par un orchestre qui crut bon de transformer la tendre valse de Weber en un galop agité, les deux interprètes du spectre durent se battre contre la musique, louvoyer avec les rythmes, freiner leurs élans, dévorer la moitié des pas. Ce n'était plus de la danse, c'était de la course contre la montre. Le titre de l'article est parfois à lui seul un enterrement en règle. Je n'en citerai qu'un, Clown lent, fauve là. En 1955, Christine de Rivoire doit se rendre à l'évidence. Elle ne tient pas le rythme du journal et se lever le matin pour être rue des Italiens à 7 heures tourne au cauchemar. C'est alors qu'elle est pressentie pour devenir la directrice littéraire de la revue Marie-Claire. Superbe proposition pour elle, assortie d'un salaire des plus conséquents. Elle quitte le monde, mais ne parviendra jamais à couper le cordon ombilical. Alors même qu'elle a déjà son bureau à la revue, elle donne 2 articles au Monde en septembre 1955 et chaque année, elle apporte, de loin en loin, sa contribution aux colonnes de son cher journal, la plupart pour des spectacles de danse. Elle reste en contact avec les anciens du Monde, Merlin en tête bien sûr, mais aussi André Fontaine, qui, chef du service de politique étrangère quand Christine de Rivoire était au Monde, en deviendra le rédacteur en chef, puis le directeur. Une lecture encore, celle d'un petit mot émouvant de César Volpe, l'huissier du journal, alors à la retraite. Je pense toujours à vous et à l'ancien monde. J'ai toujours l'espoir de vous voir un jour. Je reste un de vos plus anciens lecteurs, fidèlement. Je vous embrasse bien fort et reste toujours pour vous votre vieux petit César. Le monde change
Et Christine de Rivoire, qui le lit attentivement, rouspète, se fâche. Elle rendra responsable le journal de la défaite de De Gaulle au référendum qu'il a lancé en 1969. Et elle écrit une lettre sans doute vengeresse à Hubert Beuve-Méry. Sans doute, car écrite sous le coup de la colère, elle n'en a pas gardé de copie et l'original ne figure pas dans les archives de Beuve-Méry déposées à la bibliothèque de Sciences Po. La réponse de Beuve nous donne néanmoins une idée de son ton. Cet abattage, chère Christine, cette violence ne me surprennent qu'à demi, car je crois vous connaître un peu. Mais tout de même, me permettrez-vous d'observer, sans ironie ni ricanement, que cette famille, dont vous vous sentez tout à coup cruellement privé, peut-être vous paraîtrait-elle moins affligeante si, depuis longtemps déjà, pour des raisons dont je vous laisse seul juge, vous ne lui en aviez préféré une autre. Bon gré, mal gré, je suis, au monde, responsable de tout. C'est entendu. De Gaulle a raté sa dernière ou avant-dernière relance au poker politique. Loin de s'en indigner, le monde l'avait admis, prévu, et même, à votre avis peut-être, provoqué. Du coup, l'équité, la sincérité, la justice font place à la mauvaise foi. La lumière devient ténèbres et il ne reste plus de tout ce à quoi vous étiez si attaché qu'un vilain monsieur qui n'a pas craint de vous offenser. Comment en un plomb vil ? Je ne me plains, ni ne vous blâme. J'admire plutôt et envierais presque, si je n'étais un vieux bonhomme passablement usé et glacé par la vie, cette faculté d'intransigeance et de révolte. Fussent-elles injustes ? Définitive ou pas, force m'est bien d'enregistrer votre condamnation. Laissez-moi seulement penser qu'elle relève, au moins pour une part, de cette espèce de nostalgie que ressentent plus ou moins ceux qui ont vécu les temps dits héroïque de la genèse du monde. Beuve-Méry connaissait bien, en effet, sa Rivoire. Elle qui a dit combien elle avait eu de bonheur à travailler au monde, termine dans Flying Fox les chapitres qu'elle y a consacrés au journal. « J'ai quitté le monde et je le regrette encore, 60 ans après. » Merci.